sous vos applaudissements, s'il vous plaît, Laurence Stevensky, formatrice en psychologie et spécialiste de l'autisme, chef de service du centre de réadaptation à Montréal. Installez-vous, madame, s'il vous plaît. Vous pouvez vous installer vous voulez prendre un micro et bouger. Impeccable. Voilà. Eh bien, écoutez, on vous laisse la parole et on se retrouve tout de suite après pour une séance de questions. À tout à l'heure. Bonne fin de journée. Bonjour. Donc, Christian, quand il m'a contacté, m'a demandé de faire un peu la trajectoire de la prise en charge à Montréal, au Québec, et moi je travaille à Montréal, sur l'île de Montréal. Donc, l'accompagnement des personnes TSA, et pour nous, l'accompagnement des personnes TSA ne peut se faire que s'il y a la famille, les proches et les partenaires. Tout seul, on n'y arrivera pas. La complexité de la prise en charge d'une personne TSA nécessite qu'on soit tous ensemble et qu'on aille tous en même temps, qu'il y ait une cohérence et qu'on aille tous dans la même direction. Donc, c'est moi qui fais la chose. C'est ça. J'appuie sur le revers. C'est la grosse flèche verte. Voilà. Donc, le point de départ de l'organisation des services, on débute, il y a plus de 20 ans de ça, de la révolution tranquille à la désinstitutionnalisation. Alors au Québec, on fait des révolutions, mais elles sont tranquilles. D'accord? On n'est pas énervé chez nous. La révolution tranquille, elle date des années 1960. En 1960, on a mis à la porte, littéralement, toute l'organisation qui était dans la mainmise du clergé. Okay? Au Québec, c'était tout le clergé qui utilisait ça. Aussi bien les institutions scolaires, familiales, médicales, politiques, il y avait toujours des curés et des bonnes sœurs à l'intérieur qui géraient la chose. On les a mis à la porte, c'est pour ça qu'on était tranquille, parce qu'on n'est pas très violent avec les personnes d'église, et en remettant en cause aussi la place des institutions gouvernementales et du pouvoir, et en leur donnant un nouveau pouvoir dans la société. Ça a été aussi dû parce qu'il y a eu beaucoup de scandales récurrents avec la prise en charge des personnes défavorisées ou handicapées par le clergé. Je ne sais pas si vous en avez entendu. Les dernières orphelinats pour les autochtones ont fermé en 1982. On prenait les enfants qui avaient l'âge de 10 ans, on les mettait dans des institutions pour leur enlever leur indiennité et qu'ils deviennent des bons blancs. Et ça a été l'enfer et ça a été l'horreur. Il y a eu des disparitions, bon, vous pouvez imaginer tout ce qu'il y a pu avoir. Et en même temps, on a redéfini le rôle de la femme dans la société québécoise. Tout ça nous a amené à la désinstitutionnalisation, toute cette prise de conscience de mettre à part le clergé, etc. Et ça nous a... ce qu'on a voulu, c'est qu'on a voulu augmenter le nombre de patients. On a vu qu'il y avait une augmentation du nombre de patients hospitalisés à long terme, une augmentation des services, la mise en place de nouveaux services d'intégration et un rattrapage salarial, ce qui a fait que les coûts de la prise en charge sont montés très très haut. Et la société québécoise n'était pas en mesure d'assumer cette prise en charge-là. C'était trop cher. Donc on s'est mis à réfléchir. Et en 60-70, il y a eu une réforme qui s'appelait la réforme Bédard. La réforme Bédard, il y a 3 aspects de la réforme. Aspect philosophique, les droits et les libertés des usagers de services et l'humanisation des soins. L'aspect processus, la sortie des hôpitaux psychiatriques des usagers, diminution des lits et personnel, donc diminution des coûts, et les faits, suivi dans la communauté et création d'organismes. Donc ce qu'on a fait, la réforme Bédard, ça a été de fermer toutes les institutions au Québec et de mettre cette population à l'intérieur de la société. Donc,
Les premiers résultats, c'est que les coûts des usagers de 62 à 69 sont passés de 2 $ par jour à 1,50 $, ça coûte beaucoup moins cher. De la fermeture, on a fermé 3519 lits en institution. On a ouvert des organismes et on a transféré ces employés dans les nouveaux organismes sans perdre d'avantages sociaux, de salaire et tout ça pour les employés. Et on a enlevé, et je pense que depuis tout ce que je vois ici en France, je pense que c'est une de vos maladies en France, on a enlevé des paliers hiérarchiques. Okay? Beaucoup plus vite de De 70 à 88, ça a été la deuxième réforme, c'était la suite de la Côte de Bédard, ça a été Castonguay-Neveu. Là, il y a eu un changement très important. On a changé la terminologie, on ne parlait plus de maladie mentale, hein, c'est plus de malade, mais c'est de la santé, le bien-être du patient. Juste de changer cette terminologie, la vision de la personne ayant des besoins spécifiques change à ce moment-là. Et on a envisagé des services dans une approche globale de la santé. Les résultats, on a créé les centres de services de loisirs et des services sociaux, les CLSC, qui sont la porte d'entrée pour avoir n'importe quel service au Québec. Après ça, ils ont mis la place aussi des centres de l'adaptation en déficience intellectuelle, où je travaille. À l'époque, les TED n'existaient pas encore. C'est pour ça que ça s'arrêtait à DI. Maintenant, c'est TI-TED. La réduction supplémentaire de 4241 lits, essentiellement la population jeune de 18-35 ans. Disparition du ministère de la Santé, de la division des services psychiatriques, afin de diminuer le poids des décisions des psychiatres. En fait, ce qu'on a fait, on les a mis dehors du gouvernement, les psychiatres, au ministère de la Santé. Je m'excuse pour les psychiatres ici présents, mais c'est ce qu'on a fait. Donc, on leur a enlevé leur pouvoir politique à ce niveau-là. Et l'impact social de cette désinstitutionnalisation a été très positif parce qu'en 1982, 72% de la population avait un regard assez positif sur les personnes à besoins spécifiques. En 89, 93%. Donc, dès l'instant où ils sont retournés dans la société, qu'on les voyait au supermarché, dans la rue, dans le métro, dans les écoles, et bien, la société d'elle-même les a acceptés. Tant qu'ils sont enfermés, on ne les voit pas, on ne les connaît pas, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Quand ils sont dehors, la société va les inclure à un moment donné. Ça prend un peu de temps, mais ça se fait. Alors, on arrive en 1980 et on a une apparition, les TSA. Donc, le dilemme, c'est où est-ce qu'on va les rattacher? Est-ce qu'on les met en santé mentale? Est-ce qu'on les met en déficience physique et neurologique ou en déficience intellectuelle? Ce n'est pas de la santé mentale, ils n'ont rien à faire en santé mentale. Physique, neurologique, bon, c'est pas bien ça. Ce qui rapprochait le plus, c'était la déficience intellectuelle dans le type de service offert. Pas dans le type de diagnostic, mais le type de service offert. Donc, on les a rattachés à la déficience intellectuelle. Donc, dans les CRDI, qui sont devenus les CRDI-TED, donc les personnes TSA ont eu accès dans la communauté au service suivant, qui est l'offre de service du CRDI-TED de Montréal. Et l'offre de service du CRDI-TED de Montréal, c'est la même offre de tous les CRDI de tout le Québec. Tous, on offre la même chose. On offre soutien à la personne, à sa famille et ses proches, intégration communautaire, et hébergement en ressources intermédiaires naturelles ou en ressources d'assistance continue, intégration en contexte de travail, intervention ICI de 20 heures semaine pour tout enfant de 0 à 6 ans et soutien aux partenaires. Cette offre de service, elle est identique, comme je vous dis, dans toutes les CRDI au Québec. C'est le gouvernement qui a établi cette liste et nous sommes tenus de faire ça. Pour nous, en ce moment, comment on voit le TSA? Le TSA se trouve dans les troubles neurodéveloppementaux. Hein, ça c'est le DSM-5. Pourquoi ils l'ont mis là?
pour plusieurs raisons, mais aussi parce que dans cette classification, on retrouve l'ADI, les troubles de communication, troubles déficit de l'attention, troubles spécifiques de l'apprentissage, troubles moteurs et autres troubles neurodéveloppementaux. Tous ces troubles-là, on peut les retrouver dans le TSA aussi. Okay? Donc, c'est tout mis ensemble, c'est pour ça qu'on les a tous mis ensemble. Ce changement implique deux axes. On a simplifié, nous, dans nos diagnostics, deux axes. C'est déjà pas mal. L'axe faiblesse plus ou moins importante pour la communication et les interactions sociales, et l'axe des comportements, des activités et intérêts restants et répétitifs. Et la flèche, c'est qu'un axe, la flèche pourrait se trouver là, et sur le deuxième axe, elle se retrouverait à l'autre bout. Donc, vous voyez, en fonction, c'est comme des curseurs, vous comprenez que chaque personne TSA, ces deux curseurs vont être à des positions différentes. Mais surtout, cette vision, et c'est très important, c'est dans notre prise en charge, c'est quelque chose qui est fondamental, c'est l'intensité de service. Et on ne nécessite pas tous la même intensité de service. Et même la même personne peut nécessiter des intensités de service différentes tout au long de leur vie ou dans certaines sphères de leur activité. Donc, le niveau 1 de l'intensité, c'est qu'il demande un soutien normal, avec peu d'interaction sociale, difficultés dans la communication et dans les comportements. Le niveau 2 demande des difficultés plus marquées dans la communication, les comportements et les interactions sociales. Et dans le niveau 3, c'est des très grandes difficultés et nous sommes face aux troubles du comportement et aux troubles graves du comportement. Donc pour un enfant, pour une personne TSA, nous desservons de 0 à 100, 102, 103, on verra après, avec ou sans DI et avec ou sans TGC. Premier service, l'ICI, donc ce matin, mesdames, vous nous en avez parlé avec Denver. Les personnes ciblées sont les 0-6 ans, présentant un retard global de développement. Au Québec, il reste encore ce diagnostic avant qu'on pose un TSA. Une obligation légale de 20 heures semaine d'intervention. Nous sommes obligés de donner 20 heures d'intervention. Quand on dit que nous sommes obligés de donner, c'est aussi en fonction de la disponibilité de l'enfant. Si l'enfant n'est pas disponible 20 heures, il n'aura pas son 20 heures. Mais au maximum, on donne 20 heures. Et où? Eh bien, on les donne où se trouve l'enfant. On peut les donner à la maison, dans les installations du CRDI, en garderie, à l'école. Pour le même enfant, on peut le donner dans 2 ou 3 milieux différents pendant la même semaine. Qui donne les services? C'est le CRDI, avec un intervenant pivot qui est porteur du dossier et qui va fournir des intervenants pour l'intervention directe avec l'enfant, l'enseignement à la famille et les suivis, l'enseignement à la garderie, l'enseignement à l'école et l'enseignement dans tous les autres lieux. On va les former, les gens sur place qui accueillent un enfant qui est dans le programme ICI. Les méthodes utilisées, on en a beaucoup, c'est assez mixé. Généralement, les superviseurs vont choisir leur programmation suivant le profil de l'enfant. Après évaluation dans nos centres, un plan d'intervention est élaboré et, avec toutes les parties prenantes. Quels outils on utilise? Le PPH, le VBMAT, le Vindeland et tout autre outil nécessaire. Dans toutes les équipes, il y a des ergos, des orthos et des psychos. Donc, les équipes, une équipe transdisciplinaire qui comprend psychoéducateur spécialisé en ICI, le superviseur que vous appelez, un ergo, un ortho, un psycho et 2 éducateurs par enfant pour donner la thérapie. L'organisation, chaque psychoéducatrice, j'ai dit éducatrice parce que j'ai que des filles, alors, suit 8 enfants et chaque enfant est suivi par 2 ou 3 éducateurs. Généralement, c'est 2 éducateurs, 10 heures chaque pour faire une généralisation. Une supervision en équipe transdisciplinaire aux 2 semaines qui comprend le psychoéducateur, l'éducateur, le parent s'il est disponible,
le milieu de l'enfant, l'ergo s'il y a besoin d'un ergo, d'un psycho, d'un ortho. Les révisions des interventions en fonction des progrès de l'enfant, en termes d'acquisition. Donc, on l'utilise comment le 20 heures? Dans un premier temps, il sert à l'évaluation, la mise en place d'une programmation concertée, la formation des familles, intervenants scolaires ou de la garderie, le coaching et le modeling des parties prenantes à la thérapie aux 2 semaines. Bien sûr, quand le Québec a mis ça en place avec une obligation de donner 20 heures, il y a une recherche qui a été rattachée, excusez-moi, qui a été menée par le Dr Céline Mercier et Dr Julie McIntyre sur 850 enfants. Et les premiers résultats montrent qu'après seulement 6 mois, on a vu des gains notamment sur le plan du langage, de l'autonomie, de la socialisation. Madame McIntyre, on les aide à devenir plus fonctionnels. On parle de gains significatifs sur des symptômes autistiques, sur le QI, sur les comportements socio-affectifs. Même les enfants les plus atteints font des gains. Pour conclure, les gains en ICI, les enfants ayant reçu une intervention précoce se sont par exemple mis à parler, à pointer des objets, à faire moins de crises ou à vouloir établir des liens avec leur entourage. Ce sont des gains majeurs pour les familles. Je pense que ce que vous avez vu ce matin vous a déjà tous convaincus, donc je ne vais pas plus loin que ça. On offre, tous les enfants, même 0-6 ans, n'ont pas besoin d'ICI. Certains ont juste besoin d'une prise en charge. Je vous donne l'exemple d'une prise en charge en termes d'intensité de service. Nous, la prise en charge, c'est toujours en termes d'intensité de service. Alors, mon ami Coucou, il est âgé de 7 ans. Il est déscolarisé avec des agressions très très violentes depuis presque 1 an et demi. Il met sa vie en danger, celle de ses sœurs, qui habite au 4e étage. Quand vous le voyez se pencher à la fenêtre, votre cœur il s'arrête à chaque fois. Il peut lancer des vélos du 3e étage. Il fait des fuites, il traverse les routes, il part en courant. C'est vraiment dangereux. Il est non-verbal, il ne mange presque rien, ne se lave pas et alors ne dort pas. On ne sait pas comment il trouve son énergie, mais c'est rare de le voir dormir. C'est quelques heures, des petits 5 minutes à gauche, à droite, mais c'est tout. La direction de la protection de la jeunesse est dans le dossier. Mais nous proposons un plan d'action sur 2 mois. Un placement temporaire est ouvert dans nos services, mais on ne l'a pas activé en attendant les résultats de notre intervention. On a dit on va attendre, on va faire notre intervention. Si elle ne marche pas, on va faire un placement. Mais avant, laissez-nous aller. Le plan d'action qu'on a proposé, qui a été accepté, ça a été de mettre une intensité de service de 4 à 6 heures par jour, 7 jours sur 7. Ça s'appelle l'intensité de service. On est allé chercher un niveau de base des comportements, puis après on a fait l'intervention un pour un. Excusez-moi. On est allé chercher, on est retourné voir le pédopsychiatre parce qu'on pensait qu'il y avait aussi au niveau du sommeil une problématique au niveau de la médication, d'un mauvais dosage ou quelque chose comme ça. Donc on a retravaillé avec le pédopsychiatre là-dessus. Et on a monitoré les comportements en fonction du changement de la médication pour voir si effectivement il y a eu un impact. On a mis en place des outils pour l'enfant et la famille et on a fait des mises en situation dans divers milieux pour comprendre comment il réagissait. Les résultats au bout de 6 mois, donc on a mis, en fait, notre 7 jours sur 7 a duré 6 mois. Coco mange à table, à heure fixe, sans crise, grâce à un horaire et à un coussin vibrant. Alors là, le coussin vibrant, ça a été la révélation. Il s'était jamais assis sur une chaise, plus de 30 secondes. Il arrivait à tenir une demi-heure avec le coussin vibrant. Une demi-heure, on a le temps de manger. Ça a été pendant 2 semaines d'intervention intensive, c'est-à-dire qu'on travaille un objectif là. On ne va pas travailler tous les objectifs, on en travaille un pendant 2 semaines. Jusque ça soit acquis. Coucou se lave avec un récipient 1 fois par jour. On a arrêté la stimulation sensorielle du jet de douche. Ça a été pendant 1 semaine d'intervention pour la douche. Coucou va seul à la toilette 2 fois par jour et est autonome pour uriner.
ne porte plus de couche. Ça nous a pris 3 semaines. Coucou est rentré et retourné à l'école spécialisée sans problématique ni agression. Donc il a eu une coupure de 2 mois où on a pu travailler toutes ces choses. Et il est retourné et il suit bien sa routine. Nous, quand il y a eu la réintégration scolaire, notre équipe est allée à l'école. Et de septembre à décembre, on nous a donné du service à l'école et nous sommes estompés petit à petit pour que les intervenants scolaires prennent la relève. Mais on a été là pour les coacher puis entraîner Coucou à la routine de l'école. Coucou prend la main de l'adulte dans la rue et marche calmement. Il n'a plus besoin du harnais de sécurité dans le taxi. Il voulait sauter par les portes. Et Coucou exprime verbalement ses besoins de base, ses malaises et ses états psychologiques. Coucou, il m'a fait un sale coup. Je fais des rimes. C'est que j'étais dans le parc avec lui, il ne nous avait jamais parlé. Et puis, il avait pris l'idée que j'allais faire de la balançoire. Et moi, je voulais pas. Et il s'est énervé. Puis, à un moment donné, il m'a pris ma main et il m'a dit « Yo, come on !» Là, je suis allée. C'était moi la plus surprise qu'il me dise ça. Parce qu'on n'avait jamais entendu parler. Donc, disons, on va renforcer le fait qu'il m'a parlé, je le renforce, je suis allée faire de la balançoire. Le placement temporaire est toujours actif administrativement pour un an, mais on n'en a pas d'utilité. Pour nous, c'est inutile pour l'instant. Par contre, on a mis des répits en fin de semaine, 1 fois par mois. On aurait pu lui mettre deux répits deux fins de semaine par mois. La mère nous a préféré un répit, donc c'était son choix. Et le soutien actuel est de 3 visites par semaine d'1 heure chaque, 2 dans la famille et 1 à l'école. Mais, le moins de problème, on est disponible. On a un appel de la famille ou de l'école, c'est sûr qu'on y va tout de suite. Et quand je vous dis tout de suite, c'est tout de suite. On va trouver quelqu'un qui va tout de suite y aller. On ne va pas dire, ah ben excusez-moi, le centre est fermé, vous ne pouvez pas, c'est pas possible. Ça ne marche pas chez nous. Le personnel du CRDI, on est disponible 24 sur 24, 7 jours sur 7, continuellement. On a des équipes qui sont là. Moi, mon travail en ce moment, c'est gérer toutes les urgences de 4h30 du soir à 8h30 du matin. Vous pouvez m'appeler si vous voulez. En pleine nuit, je vous répondrai. Et j'ai 3 personnes de disponibles la nuit. Toujours. Que je peux envoyer quand je veux, où je veux, faire ce que je veux. C'est cool ma job, hein? Oui. L'intégration scolaire. Donc, on a l'ECI, on a la prise en charge des enfants ou des plus grands, mais en termes d'intensité de service. On a l'intégration scolaire. Au Québec, l'intégration scolaire est, je dirais pas à 100%, mais à 80% dans des milieux réguliers. Quand on dit que ce n'est pas des milieux réguliers, ça veut dire que c'est dans un bâtiment scolaire, une école normale, il va y avoir toujours une classe spécialisée. Là, c'est un enseignement non régulier, mais il sera dans un groupe scolaire régulier. Qu'est-ce qu'on fait, nous, le CRDI, pour soutenir l'équipe école? Formation d'équipe école aux différentes analyses multidisciplinaires, coaching, modeling des interventions scolaires, des professeurs, la famille, par l'équipe de soutien CRDI, intervention intensive en début d'intégration, puis estompage, formation et animation du plan d'action multimodal, le PAM, aux 2 semaines avec l'équipe école et la famille. Le PAM, on va l'utiliser quand on se retrouve dans des situations problématiques, dans des troubles de comportement ou des troubles graves de comportement. C'est un monitoring, c'est-à-dire qu'on va regarder on va prendre la problématique, on va regarder toutes les causes possibles, santé, mal de dents par exemple, psychosocial, etc., neurologique, on va toutes les prendre, on va émettre des hypothèses, mettre en place
un plan d'intervention et monitorer aux 2 semaines pour voir c'est quoi. Est-ce que notre hypothèse était bonne? Est-ce que ça avance notre affaire ou on s'était complètement trompé puis on recommence? OK? Je sais pas. Voilà. Dispositif pour les études secondaires, professionnelles, universitaires. Au Québec, les études sont gratuites pour toutes les personnes présentant un handicap. Les études sont payantes au Québec, sauf pour les personnes présentant un handicap. En fait, elles payent, mais le gouvernement leur donne des bourses qui reversent à l'université. Donc, en fait, c'est un va-et-vient d'argent au niveau gouvernemental. Il n'y a pas un argent déboursé de leur poche. On a des programmes d'exploration pré-cursus d'1 an. OK? Vous savez la difficulté que peuvent avoir les personnes TSA de dire je voudrais devenir astronaute, non, je sais pas, technicien en laboratoire ou informaticien. Ben, avant, on se fait une image de ce que c'est ce travail. Donc nous, on va les emmener dans un cursus exploratoire pour qu'ils aillent voir c'est quoi ce travail pendant 1 an, c'est quoi les cours qu'ils vont suivre pendant 1 an. Donc c'est une façon d'intégrer. Parce que rentrer dans un milieu scolaire de type collégial ou universitaire, pour une personne TSA, c'est quand même une gestion de beaucoup de choses nouvelles. Donc on a créé des pré-cursus. Mise en place d'une organisation allégée des cursus et d'adaptation de type 1/3 de temps en plus alloué pour les examens, salle individuelle, exemption de présentation orale, tout ça en fonction des besoins. Et un cursus qui pourrait se faire sur 3 ans, on va pouvoir le faire sur 5 ans. Autre adaptation, nous avons dans chaque collège et université des étudiants coachs, c'est-à-dire c'est des étudiants qui sont de la même classe, du même cursus, qui sont payés pour accompagner. Donc non seulement ils suivent leurs cours, mais en même temps ils accompagnent la personne TSA pour la prise de notes, la gestion des changements de classe, la gestion des devoirs, d'agenda, travaux d'équipe, intégration à la vie scolaire, et etc. Et alors, après avoir étudié, généralement on va sur le marché du travail, on travaille. Là aussi, on va faire un accompagnement, quel qu'il soit. Donc, dans le CRDI, on a la même façon de faire s'applique en fonction des compétences à travailler. Alors, nous avons des ressources dans notre organisation qui sont supportées par notre organisation. On a les centres de jour qui sont plus des centres occupationnels pour des personnes. On va plus se retrouver avec des personnes multi-handicapées. Ça sera plus aussi des personnes qui nécessiteront des soins physiques. On a des ateliers de travail qui sont là, des ateliers dans nos bâtiments où des entreprises externes viennent nous donner des contrats de travail et nous les réalisons à l'interne et on les retourne. On a des plateaux de travail. Les plateaux de travail, c'est dans des entreprises. C'est un groupe de 4, 5, 10 personnes, tout dépend, avec un éducateur sur place et qui travaille dans l'entreprise. On a des stages individuels. Ça veut dire ce que ça veut dire. Bon. Et on a l'emploi. Donc, centre de jour, comme je vous disais, il y a activité pédagogique et activité de soins. Atelier de travail, exemple, des contrats de Québec Loisirs, on emballe les livres, vous savez, les livres comme France Loisirs, qui sont envoyés. On a eau marine, on met en sachet des kits pour manger. Donc, vous savez, dans le petit sac en plastique, la fourchette, le couteau, la cuillère, la serviette, le sel, le poivre, le sucre. Et on a le contrat piscine plus, assemblage de bouées, de flottaison, de planches à nager, de plongée et tout. On a aussi l'entreprise Egan, c'est des kits de produits qu'on met dans les aquariums pour pas que ça fasse des algues, c'est des trucs comme ça. Donc ça, c'est un atelier
Donc vous voyez, c'est du travail. Là, ils sont en train de faire les sachets là, des ustensiles. Ça, c'est notre boîte à outils, c'est-à-dire qu'on a toujours en réserve des pictos partout. Donc là, on tire, on va prendre le picto, il est déjà fait et tout. Les pictos sont faits par un plateau qui est de haut niveau, où tous les intervenants du CRDI envoient par Internet leurs commandes. Je voudrais 3 pictos de ci, 4 pictos de ça, tatata. Il y a un responsable de prise de commande qui va donner la job à ses collègues. Ses collègues vont le chercher, l'imprimer, le plastifier, le mettre et le retourner à l'éducateur qui avait fait la demande. Donc on travaille en circuit fermé comme ça. Voici un poste de travail pour une personne qui a besoin que ça soit très épuré. Hein. Ça c'est surtout au début pour les entraînements au travail. Donc, vous avez trouvé tout à l'heure, la tâche à faire va se trouver là, on fait la tâche, on la finit. Hier, pour ceux qui étaient là, je vous disais toujours un début et une fin. Hein? Donc là, on a un début, quelque chose, une fin. C'est trois endroits séparés pour bien délimiter. Les plateaux de travail, donc c'est au sein d'une entreprise régulière, un éducateur pour environ 10 usagers. Ils effectuent des tâches de travail suivant les besoins de l'entreprise, aucune contrainte de temps et aucun délai de production. L'objectif, c'est l'intégration sociale. Reno, il travaille dans une cuisine communautaire et c'est le chef de la plonge, voilà, je cherchais le mot, merci. Voici des horaires de travail en entreprise, dans la salle de repos, donc chacun sait qu'est-ce qu'il a à faire quand il a à faire. Les stages individuels, c'est l'intégration dans une entreprise sans aide d'un éducateur. Un éducateur va passer 1 ou 2 fois semaine dans le milieu, c'est un agent d'intégration, et si l'employeur nous dit « Hey, là ça ne va pas tout de suite, là », l'agent d'intégration, il prend sa voiture et il y va tout de suite. OK? Donc voilà, un stage individuel, c'est une entreprise, je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est Pierre Belvédère, c'est de la papeterie de luxe. Donc, il met des sachets, puis là, il y avait eu un arrivage où l'étiquette de prix, c'était tout petit comme mon oncle, là. L'étiquette de prix était, ils avaient mis en dollars US au lieu de mettre en dollars canadiens. Donc, ils recollaient sur le petit truc en dollars canadiens. Toujours à Pierre Belvédère, là, nous avons un employé régulier, une personne TSA, et qui travaillent ensemble sur du triage de jouets, parce qu'il y avait eu un arrivage où les boîtes n'étaient pas complètes, puis il y en avait des complètes, donc il fallait trier que ce qu'ils allaient vendre, c'était complet, les jouets. Emploi, avec les partenaires d'Emploi Québec et les organismes communautaires, on fait l'intégration d'emploi durant une période déterminée suivant le profil de la personne, puis après des interventions au besoin ou en urgence, et introduction des apprentissages, on nous appelle pour refaire les introductions quand il y a des nouvelles tâches qui apparaîtraient, ou un changement de gérant, ou on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer. Donc, même si le dossier est fermé chez nous, parce que ça fait... Moi, j'ai des gens là, et l'employeur leur a acheté la montre parce qu'ils ont eu 20 ans de carrière, là, donc ils n'ont plus besoin de nous. Mais s'il y a un changement qui va poser problématique, on y retournera à ce moment-là. Okay? Pas question qu'elle perde sa job parce qu'on se dit, ben non, tu ne fais plus partie du service, là, on a fermé ton dossier. Non. On a travaillé comme des fous pour l'intégrer, là, on veut qu'elle reste. OK? Donc, on va rester. Après ça, on va transférer son dossier. Quand je dis on ferme le dossier, parce qu'on n'est plus dans de la réadaptation. On est dans du suivi et du maintien en emploi.
À ce moment-là, il y a des groupes communautaires comme Action Main-d'œuvre, qui est un programme à l'emploi, qui est spécialement pour les personnes autistes, qui appartient à Emploi Québec. Les intervenants de à l'emploi vont faire le suivi en emploi. Nous allons faire l'intégration, l'adaptation. Alors tout va bien, on part. Mais ils peuvent nous rappeler n'importe quand. Donc voilà, les services du CRD Tête de Montréal, c'est des services, comme je vous le disais, c'est vraiment centré sur le besoin de la personne. C'est la personne au milieu. Et ça, on agit selon les besoins pour les familles. Quand on parle d'une personne, la personne, on ne peut jamais la prendre sans sa famille ou ses proches. Donc la personne, c'est ça. Et la chose gagnante, c'est qu'on agit rapidement. Très rapidement. On ne laisse pas pourrir une situation. Ça ne se peut pas. Et on est disponible 7 sur 7 et en tout temps, et 24 heures sur 24. Ce qui est important, que je n'ai pas mis là-dedans, c'est que c'est de faire cette cohérence dans les services qu'on offre à la personne TSA. Qu'on soit tous cohérents, qu'on soit tous ensemble, qu'on aille tous dans la même direction. Parce que travailler avec une personne TSA, on ne peut pas dire « Ah, moi je fais que l'emploi. Ah, moi je fais que l'école. » Ça ne marche pas, ça. Parce que tout est à travailler. Tout autour d'elle est à travailler. Donc, si je fais telle manière à l'école, puis telle autre manière à l'emploi, puis telle autre manière à la maison, il n'y a aucune cohérence. Donc, il n'y aura aucun apprentissage. Puis, on va mêler la personne plus qu'autre chose. Donc, s'il vous plaît, soyez tous ensemble, puis cohérents ensemble. Merci beaucoup, Laurence. Pour votre intervention. Gardez peut-être votre micro parce qu'il risque d'y avoir, enfin il risque, mais il y a sans doute des questions parmi l'assistance. Alors, y a-t-il des questions? J'espère que oui quand même. Ici deux. Oui. Alors, madame et madame. Bonjour. Alors, comme on peut tous pouvoir venir vivre chez vous au Québec, et comme je ne... Tu fais trop froid. Et comme je ne connais pas l'histoire du Québec, j'aurais voulu savoir comment a été initiée la mise en place de tel service. Est-ce que ça a été une pure volonté politique, c'est-à-dire à un moment donné, il y a un gouvernement qui a dit on va faire ça, mais je voudrais bien savoir qui dans ce gouvernement a eu cette idée-là, ou est-ce qu'il y a eu un regroupement des familles qui a effectué, je veux dire, voilà, plusieurs actions pour essayer de montrer aux politiques qu'il était temps d'agir, ou alors, parce que j'ai beaucoup d'idées, ou alors est-ce que c'est venu d'études qui existaient depuis très longtemps dans le continent américain, pas que au Québec, mais également aux États-Unis. Et voilà, c'est-à-dire que nous, on a à peu près 1000 ans de retard, on a bien compris. Mais voilà, d'où est parti, qui a été à l'initiative? J'imagine bien que toutes ces structures n'ont pas pu être mises en place en un an. Non, ça ne s'est pas mis en place en un an, mais ça s'est mis très rapidement en place. D'où c'est parti, c'est ce que j'expliquais au début, la révolution tranquille, enlever les clergés, et le nerf de la guerre, c'est les finances. OK? C'est que les grosses institutions avec 150 personnes à l'intérieur, ça coûte trop cher. Donc, on va les remettre dans la communauté. Au lieu d'avoir des services spécifiques dédiés pour telle personne, pour tel handicap, et un autre pour un autre handicap, puis un autre pour un autre handicap, ben vous allez avoir les mêmes services que moi je reçois. Les mêmes, comme tout citoyen québécois. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de choses dédiées. Il n'y a plus de budget dédié à, à des services handicapés parce qu'ils sont mis dans les budgets réguliers. Si j'ai besoin d'aller faire arracher une dent, je vais chez mon dentiste, je me fais arracher une dent. Une personne essaie d'arracher son dentiste dans la communauté, se faire arracher une dent. S'il y a besoin à ce moment-là d'une adaptation quelconque, on va la mettre, mais chez ce dentiste-là, pour cette personne-là. Tout ça fait réduire le but, c'était de réduire des coûts, ce qui a fait qu'on a fermé les institutions. En fermant les institutions, ils existaient encore. Hein, ils ne sont pas disparus. Puis, il y avait les syndicats qui disaient, oui, mais vous fermez, et nous, qu'est-ce qu'on va devenir? Donc, c'est là où ils ont créé des structures. Le CRD Tête pour les ITED, le Centre Lucie Bruno pour la déficience physique,
le centre Lindsay Gingras pour la déficience visuelle et auditive, Dollar Cormier pour l'addiction, avec des choses très spécifiques. Et c'est là qu'on a pris les gens qui étaient en institution, on les a mis là, donc ils n'ont ni perdu salaire, ni avantages sociaux, ni quoi, ni pas. Mais le service était donné dans la communauté. Oui. C'est ça. Donc moi, dans mon centre, pour aller un peu plus loin, vous allez me dire, oui, mais tous ne peuvent pas vivre dans la communauté. Oui. On ne peut pas tous les laisser dans la communauté. Par contre, on peut mettre des structures dans la communauté, mais des structures à visage humain. Donc nous, au CRD, nous avons 24 maisons. Comme vous, tout le monde, là, vous avez une maison au milieu d'autres maisons. Et là-dedans, il y a 3-4 personnes, TSA, TGC, avec de l'encadrement 24 heures sur 24. Mais c'est une petite maison. C'est plus une institution. C'est une vie familiale. Donc, c'est beaucoup plus humain. Autre question, ici, à gauche. En France, on est dans l'idée que les bonnes pratiques, les bons accompagnements pour les personnes avec TSA et DI, je suis ravie que nos collègues québécois qui ont à nous apprendre beaucoup de choses dans le domaine et aussi à rassembler ce qui me semble d'un point de vue clinique et adaptatif absolument nécessaire. Ces deux dimensions neurodéveloppementales-là, même si on sait qu'elles peuvent être isolées l'une de l'autre, voilà, mais le niveau d'accompagnement est le même. C'est vrai que nous, l'idée qu'on a en France, qui avons encore de trop grosses institutions qui ne répondent absolument pas aux besoins, avec des services notamment psychiatriques hospitaliers qui coûtent très très cher pour une réponse qui est quasi nulle, pour ne pas dire bien plus négative que positive par rapport aux personnes accueillies temps plein dans ces structures hospitalières, psychiatriques notamment. Je voulais, j'espère que les gens de l'ARS sont encore là, je voulais que vous puissiez nous éclairer sur la population du Québec, sur le financement donc, de cette structure et sur quel nombre de familles vous accompagnez. Et si les gens ont l'honnêteté intellectuelle de faire les comptes en ce qui me concerne, je suis sûre que le ratio coût-efficacité de la nature de votre prise en charge à tous les niveaux, et ça vous l'avez très bien dit parce que toutes les personnes avec autisme n'ont pas les mêmes types de besoins, je suis sûre que notre système, qui est totalement inopérant dans le domaine, coûte bien plus cher par famille ou par usager que le système québécois. Alors, dans le budget de l'an passé, du gouvernement de l'an passé, le coût de revient, on va dire comme ça, d'une personne au CRDI, dans un CRDI, était de entre 42 et 47 000 $ par an. Attendez, avec le change, 42 000 €. Vous n'avez pas une calculatrice là qui vous divisez 0,5? Et combien vous accompagnez? On est, alors, en termes de personnel et versus personnes accompagnées, ok? Nous accompagnons, grosso modo, on va dire, parce que ça varie de jour en jour, mais entre 4 700 et 5 000 personnes par an. Sur ça, nous avons 970 troubles graves du comportement, qui nécessitent une prise en charge beaucoup plus importante. Okay? Donc, eux, ils ne vont pas coûter 42, 47. Ils vont coûter 120, 150. Mais, moyenne, ça fait ça. En termes d'employés, entre 1004 et 1500. Pour une population? Pour l'île de Montréal, je vais vous donner une colle. Mais ça fait à peu près, sur Montréal, je pense qu'il y a une population de 70 000 identifiés, diagnostiqués, qui est TSA. Et bien tous ont besoin de notre support. Merci. Ça va? Ma réponse était, ça fait ça.
Merci beaucoup, merci. Toute dernière question très courte et Laurence, réponse très courte aussi. Alors en fait, moi je m'adresse aux personnes qui sont dans la salle. En 2014-2015, le Conseil général a fait un appel à projet pour recruter des familles d'accueil qui seraient formées pour permettre aux familles qui ont des adultes autistes des moments de répit. Aujourd'hui, j'aimerais savoir si soit Dominique Lagrange, soit Cécile ont des nouvelles de ce projet, savoir où on en est actuellement. Je sais qu'on a eu du mal le recrutement a été très compliqué. Aujourd'hui, voilà, personne n'est recruté et la gestion était proposée au PEP 64. Oui, apportez un micro là, juste devant, s'il vous plaît. Et je vais parler sous son contrôle. La difficulté, c'était de recruter les familles, tout simplement. Voilà. Voilà. Non. Ah non, non. Effectivement, je ne suis pas. C'est un peu personnellement ce dossier, mais effectivement, nous avons essayé de recruter. Nous avons essayé de recruter des familles et nous n'avons pas pu en trouver. Notamment, en partie aussi parce que les salaires proposés n'étaient pas suffisants. Votre micro, Laurence. Je disais, nous tournons sur les familles d'accueil et la Swiss Sunday, c'est que ces familles-là d'accueil, l'argent qu'ils touchent, ils ne sont pas imposés. Nous avions participé avec Christian Sautou et la collégiale 64 des associations d'Autisme France au travail de réalisation du département donc, sur ce projet des familles d'accueil. Nous les avions alertés depuis le début sur le fait qu'avant de penser à bâtir un toit, il faut d'abord bâtir un socle et des murs. Et ce que nous considérons comme catastrophique dans le dispositif, c'est effectivement les familles d'accueil, c'est indispensable, comme notre amie québécoise le montre, mais ils ont tout le reste autour. Et donc je ne pense pas qu'on puisse faire évoluer un système si on le prend par un petit bout de la lorgnette. Il faut vraiment créer un dispositif complet qui permettrait d'accompagner à hauteur des besoins spécifiques de chaque personne avec autisme ce dont il a besoin. Et je crois qu'un des mal français, effectivement, c'est qu'on veut essayer de rattraper des choses et de reconstruire des nouvelles choses sur des fondations qui malheureusement ne sont pas encore assez solides. Merci beaucoup, madame. On va clore ce débat. Un grand merci à vous, Laurence, pour votre intervention. On peut peut-être le poser.